Merci, monsieur le professeur, et je vous propose de vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une vingtaine de minutes, suite à quoi nos collègues auront la possibilité de débattre, de discuter, vous poser des questions. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci également, mesdames et messieurs les députés, de m'avoir invité à participer à vos travaux et à apporter mon témoignage dans ces moments particulièrement intenses que vit notre pays et qui, comme vous l'avez souligné à propos du président Ciotti, frappe la totalité de notre territoire. Alors, je vais peut-être commencer par essayer de vous montrer en quoi, dans l'analyse et la prise en compte de ce phénomène, la meilleure articulation entre la connaissance universitaire et la sphère publique est une nécessité absolue. Et il me semble que nous aurions pu disposer d'un certain nombre d'outils d'analyse plus efficients si nous avions été attentifs à une meilleure fluidité entre ces deux sphères. C'est du reste le sens du rapport que je viens de remettre à Monsieur le Premier ministre, qui m'avait été commandé par son prédécesseur et qui, pendant 11 mois, m'a amené à visiter 23 pays, des pays comparables à la France, des pays du Moyen-Orient également, d'Afrique du Nord, pour essayer de comprendre comment nos partenaires ou nos adversaires, excusez-moi, ou nos contacts, géraient les questions relatives à la région qu'on pourrait appeler Moyen-Orient, Méditerranée, Afrique du Nord, ou, pour le dire d'une image, à la zone qui correspond à peu près au triangle Téhéran, Bamako, Roubaix. Je veux dire par là que il est aussi très important de comprendre que la façon dont notre société, et dont les sociétés européennes plus généralement, évoluent et se transforment aujourd'hui, est interdépendant des mutations qui se produisent en Afrique du Nord de façon fondamentale. Je rappelle que, pour l'affaire qui nous occupe, Khaled Kelkal, Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, Chérif et Saïd Kouachi, Hayat Boumedienne, sont originaires de familles qui viennent d'Algérie. Que M. Koulibaly est originaire d'une famille qui vient du Mali, tous pays qui ont fait partie de l'empire colonial français. Et il est fondamental de bien comprendre que la société française aujourd'hui, l'Hexagone, si je puis dire, sur le territoire de l'Hexagone, n'est pas simplement l'héritier de nos ancêtres les Gaulois, mais également de tout ce qu'a été l'expérience et l'histoire de l'Empire. Et si lors des indépendances, pour des raisons diverses, on a cru de chaque côté de la Méditerranée qu'on pouvait tirer un trait sur ce passé partagé pour le meilleur et pour le pire, aujourd'hui la réalité montre à chacun que ce partage, ce mélange est effectif. Votre ville, monsieur le député, Marseille, est bien évidemment une expression très frappante de cela. On ne peut pas comprendre Marseille aujourd'hui si on ne met pas Marseille en lien avec l'Algérie, par sa population, par son tissu associatif. Vous le savez, vous m'y avez accueilli pour les enquêtes que j'ai menées
pour mon livre Passion française, dont une bonne partie concerne justement Marseille. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Cette dimension, l'université l'aperçoit, la recherche l'aperçoit. Elle l'inscrit dans le temps long. La décision publique, que ce soit celle qui émane de l'administration, que ce soit les décisions qui sont prises par les entreprises, les choix d'investissement et autres, que ce soit les débats de la société civile, ou que ce soit la manière dont les médias traitent cette question. Et les médias, comme vous le savez aujourd'hui, subissent une crise de définition et d'identité sans pareil du fait de la concurrence qui est exercée sur les médias traditionnels par les réseaux sociaux. L'affaire Charlie Hebdo, parmi ses innombrables significations, c'est aussi l'assassinat de l'équipe rédactionnelle d'un média papier par des individus qui n'en avaient sans doute jamais lu un et qui étaient entièrement nourris, perfusés par des réseaux sociaux incontrôlables. Donc, il me semble qu'on a là un premier élément très, très important, et au moment où Monsieur le Premier ministre va discuter des préconisations, des conclusions et des préconisations du rapport que je lui ai remis à cette fin, je souhaiterais bien évidemment que, à terme, la représentation nationale perçoive également ce type d'enjeux, qui sont des enjeux pour tout notre pays, qui concernent également notre université, pas seulement l'université à Paris, mais également sur l'ensemble de notre territoire. Qu'est-ce que justement l'université peut nous apprendre sur les événements récents ? Eh bien, elle peut fournir assez rapidement une clé d'élucidation de ceci. Lorsque j'ai appris ce qui se passait à Charlie Hebdo, j'étais en train d'arriver à mon bureau par la rue de Grenelle. Je suis allé regarder tout ça sur les flux d'informations. On ne savait pas encore qui étaient les présumés auteurs de l'attentat. Mais pour moi, dès que j'ai eu les premiers éléments, c'était très clair, puisque je connaissais le mode d'emploi. Le mode d'emploi de ce type de groupe, je l'avais même traduit et publié en français dès l'année 2008 dans mon livre Terreur et martyrs, en expliquant ce qu'était la troisième génération du djihad. À l'époque, cela n'avait reçu que très peu d'attention, puisque la théorie qui avait été développée par les idéologues de cette troisième génération du djihad ne pouvait pas être mise en pratique effectivement. Les conditions objectives, comme on dit à la gauche de l'hémicycle, n'étaient pas encore réunies. On vivait dans un monde merveilleux où YouTube n'existait pas encore, où Facebook était peu connu, où Twitter n'avait pas pris son envol, où le phishing sur Internet était une méthode qu'on ne connaissait pas, on écrivait phishing avec un F et pas avec un PH à l'époque, et où surtout il n'y avait pas de terrain d'expérimentation, de champ de bataille du djihad à portée d'un charter low cost pour quelque chose comme 90 €. Néanmoins, le modèle était là. Le djihad armé a pris son envol, si j'ose dire, à l'époque contemporaine, lors de la guerre civile en Afghanistan des années 80, où les combattants afghans et aussi
les terroristes étrangers, les djihadistes étrangers, plutôt, venus d'Algérie, d'Égypte d'ailleurs, et un petit peu de France déjà, mais très très peu, surtout de la région lyonnaise à l'époque, avaient été financés par les pétromonarchies du Golfe et entraînés et équipés par la CIA pour infliger un Vietnam à l'URSS. Et de fait, le 15 février 1989, l'armée rouge quitte Kaboul défaite et, quelques mois plus tard, le 9 novembre 1989, l'armée rouge ayant été exposée comme un tigre de papier, si j'ose dire, le système bouge en Union soviétique et le mur de Berlin tombe. L'estocade finale au système soviétique, dans sa dimension militaire, a été effectivement portée par les moudjahidines afghans et leurs alliés djihadistes étrangers, que l'on appelait alors, à Washington, des Freedom Fighters. On les appellera ultérieurement des terroristes. Et c'est très important parce que ce moment, avec donc l'appui américain, et également pour réaffirmer l'ascendant des pétromonarchies sunnites du Golfe sur le langage de l'islam mondial, face à la prétention de l'Iran khomeïniste d'exercer ce même rôle, c'est ce qui va remettre la dimension militaire et l'interprétation militaire et violente du djihad dans la scène politique internationale. Depuis les indépendances, il avait été utilisé, mais en arrière-plan. La guerre d'indépendance d'Algérie, par exemple, était dépeinte par un certain nombre de ses acteurs comme un djihad. Mais c'était un vocabulaire utilisé essentiellement pour toucher les populations rurales peu exposées à la culture française ou occidentale. Et le journal s'appelait El Moudjahid, le quotidien, c'est-à-dire le combattant du djihad, mais c'était davantage une référence. Le langage de la guerre d'Algérie s'inscrivait davantage pour ses protagonistes dans le tiers-mondisme, l'indépendantisme, le marxisme et tout ce que vous voulez. Là, les choses changent. Là, c'est le vocabulaire intellectuel du djihad, c'est la construction du monde à partir d'une vision littéraliste, salafiste, radicalisée des Écritures, qui va devenir un enjeu considérable. Les États-Unis, comme les dirigeants du Golfe, pensent qu'ils peuvent simplement instrumentaliser les djihadistes en question, et une fois qu'ils cessent de les payer, c'est la théorie de M. Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier, ceux-ci rentrent à la maison et on les oublie. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Ils vont rentrer chez eux, effectivement, en Égypte, en Algérie et ailleurs, s'efforcer de dupliquer l'expérience du djihad afghan dans leur propre pays. Ça échouera, car le soutien américain, qui était essentiel évidemment pour assurer la victoire des armes en Afghanistan, fait défaut. Et c'est dans cette perspective-là que la théorie du 11 septembre va être pensée. Et là, on passe à la deuxième génération du djihad. Le 11 septembre, tel qu'il est pensé notamment par Ayman Azawahiri, ce médecin égyptien qui était le bras droit, le sous-slof, si je puis dire, de Ben Laden et qui est aujourd'hui son successeur, part du postulat suivant. Les masses musulmanes ont eu peur de se révolter contre les despotes algériens, égyptiens et autres, impies, marionnettes, laquais de l'Occident. Nous allons donc taper sur l'Occident lui-même, dans son cœur, exposer qu'il n'est qu'un colosse au pied d'argile pour nous débarrasser de lui. Et ainsi, ce n'est pas tant que l'Amérique va tomber tout de suite, mais que les dirigeants soutenus par l'Amérique perdront leur lustre et les peuples se révolteront. C'est toute la stratégie du 11 septembre qui substitue aussi, dans la vision des islamistes, ce qu'on appelle la lutte contre l'ennemi lointain, la priorité de la lutte contre l'ennemi lointain, en arabe el-adu el-ba'id, à la lutte contre l'ennemi proche, c'est-à-dire Moubarak, si vous voulez, el-adu el-qarib. Le 11 septembre, évidemment, a un effet
absolument spectaculaire et donne le sentiment que c'est le début du troisième millénaire, véritablement. C'est l'entrée du djihadisme comme une force majeure dans les affaires internationales. Mais cette force est davantage symbolique, médiatique. C'est par ses effets de souffle et de répercussion qu'elle impacte l'humanité, plus qu'elle n'impacte les forces profondes de l'économie ou de la politique, voire du changement attendu. Car en dépit du 11 septembre, en dépit des répliques que l'organisation Al-Qaïda a essayé de mettre en œuvre, les attentats de Madrid, les attentats de Londres, d'autres encore dans le monde, le but recherché, c'est-à-dire le soulèvement des masses et l'instauration d'un État djihadiste sur la planète, un peu partout, n'a pas été mise en œuvre, a échoué. Un élément simplement pour vous permettre de comprendre les choses, pour les djihadistes et pour les islamistes radicaux, il n'y a pas d'histoire telle que vous l'avez apprise dans Malais et Isaac. Je parle pour les plus âgés d'entre nous ici. L'histoire, c'est simplement l'histoire de la révélation. Que le prophète est venu sur terre pour apporter la bonne nouvelle et islamiser l'humanité. Si celle-ci n'a pas été islamisée, c'est à cause des défauts et des faiblesses des musulmans. Ben Laden et ses affidés reprennent l'histoire à ses débuts et vont prolonger la perspective du prophète. On a beaucoup parlé du prophète en ces temps-ci, vous le savez. Rappelez-vous que le 14 février 89, le jour qui précède le retrait soviétique d'Afghanistan, c'est la fameuse fatwa de Khomeini contre Salman Rushdie qui avait blasphémé le prophète, selon Khomeini, dans les versets sataniques. Et vous voyez bien comment la question du blasphème du prophète est un enjeu politique très sensible et très efficace pour exercer l'hégémonie sur le discours de l'islam et se présenter comme le héros qui défend les musulmans outragés, offensés et humiliés à travers le monde. Donc c'est un outil politique très efficace. Et de même, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo avait cet objectif. Je ne pense pas qu'il a été réussi, mais c'était l'objectif. Pourtant, donc pour terminer cet excursus, quand Ben Laden et ses acolytes font tomber l'Union soviétique, ils le vivent comme un remake de la saga du prophète, dont les successeurs avaient d'abord fait tomber l'empire sassanide, l'une des superpuissances de l'époque, avant de se retourner contre l'autre superpuissance, Byzance. Ça a mis 700 ans, au terme d'innombrables razzias, et finalement Constantinople est tombée en 1453. De même, attaquer New York après avoir fait tomber le système soviétique, dans leur vision du monde en tout cas, c'était la même chose. Et le 11 septembre, c'est la suite de l'Afghanistan. On se retourne contre l'autre superpuissance. On mord la main qui, au passage, avait nourri autrefois. Toutefois, cette stratégie du djihad deuxième génération, donc qui passe au niveau américain, est contestée. Elle est contestée dès 2004 par quelqu'un qui est un produit de l'université française, Abu Mus'ab Souri. Donc elle n'est pas perdue pour tout le monde. Il y a des gens qui utilisent l'université française. Abu Mus'ab Souri, un ingénieur syrien d'Alep formé en France. Abu Mus'ab Souri, c'est son prénom, Abu Mus'ab le syrien. Et qui fait partie du cercle rapproché de Ben Laden, qui a été son officier de relations publiques, etc. Et qui a fui, comme tout le monde, l'Afghanistan après l'offensive qui fait suite au 11 septembre 2001. Car, explique Souri, le 11 septembre, c'est une opération stratégiquement catastrophique, c'est la démesure, c'est l'hubris de Ben Laden. Un, il s'est trompé de cible, c'est pas l'Amérique qu'il fallait taper, c'était l'Europe. Deux,
la disproportion entre nos forces et celles de nos adversaires ont fourni à George Bush fils l'opportunité d'obtenir les crédits militaires et le crédit politique pour attaquer l'Afghanistan, détruire les talibans, démanteler en grande partie Al-Qaïda, même si on réussit à faire encore des attentats, on n'est pas du tout au top de ce qu'on aurait dû faire, et on va de toute façon y passer, Ben Laden y compris. Et deuxièmement, d'envahir l'Irak. Irak où nous, Al-Qaïda, nous avons essayé de mettre en place une stratégie de guérilla pour infliger un nouveau Vietnam aux Américains ou un Afghanistan aux Américains, mais où nous sommes trompés aussi. Et où finalement, grâce à l'appui paradoxal des chiites, les Américains vont empêcher le djihad de se développer. Et donc on passe à cette troisième génération du djihad qui est celle dans laquelle nous sommes maintenant, dont les grandes bases, le socle idéologique est publié en ligne dès décembre 2004, 10 ans avant les attentats de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que dit Abou Moussa Bessouri ? Il connaît bien l'Europe, parle français, il a été ici, il a ensuite épousé une ancienne gauchiste espagnole qu'il a niqabisée et dont il a pris le passeport, ce qui est toujours utile quand on est terroriste. Et il explique ceci. Première erreur, l'Amérique. L'Amérique est trop forte, trop loin du champ de bataille. En revanche, le ventre mou de l'Occident, c'est l'Europe. L'Europe qui, je le cite, compte de nombreuses populations originaires du monde musulman qui sont mal intégrées dans les sociétés européennes, qui souffrent de la xénophobie, du racisme, de la marginalisation, et c'est elles qu'il faut aller mobiliser pour leur expliquer qu'elles ne doivent pas du tout chercher à s'assimiler dans les sociétés européennes, mais au contraire entrer en dissidence et lutter contre l'Occident, le détruire de l'intérieur. Comment s'y prendre ? Non plus en ayant un modèle pyramidal, léniniste si j'ose dire, du djihad, qui est celui de Ben Laden, ou une sorte de comité central ou de bureau politique, si vous préférez, donner des ordres, fixer des objectifs et financer. Ben Laden payait les billets d'avion, les cours de pilotage, désignait les tours jumelles et le Pentagone et envoyait des exécutants, avec des transferts financiers, avec des communications téléphoniques qui finiraient par être interceptées, etc. Modèle obsolète selon Souris. À ce modèle pyramidal, il faut substituer selon lui un modèle réticulaire, horizontal, qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs, j'ignore s'il a fréquenté son œuvre quand il était en France, les travaux du philosophe Gilles Deleuze et de sa stratégie du rhizome révolutionnaire qui visait à multiplier les provocations pour contraindre l'État à surréagir. Et qu'on retrouve aussi dans les Brigades Rouges ou la fraction armée rouge allemande. L'idée étant de cibler un certain nombre de provocations qui feront que les institutions d'État répressives se donneront à fond dans ce que les islamistes appellent l'islamophobie, entre guillemets, donnant ainsi le sentiment aux populations issues de cette culture qu'elles sont victimes, et que donc elles vont se regrouper sous la houlette, sous la bannière des plus radicaux, et ainsi rompre avec les organisations d'intégration, les modèles qui, par exemple, aujourd'hui en France, et certaines d'entre vous sont là, issus de l'immigration postcoloniale, sont députés, sont maires, sont élus, un phénomène très important, comme vous le savez, et qui est caractéristique de la décennie écoulée dans la société française qui n'existait pas jusqu'alors. Pour ce faire, il faut multiplier les provocations avec 3
cibles extrêmement précises et définies dès 2004, et que je traduis en français dès 2008. Les intellectuels libéraux. Cible parfaite, car la société majoritaire s'y identifie, et donc cette société, par volonté de vengeance, va multiplier les pogroms anti-islamiques, attaquer les mosquées, etc., suscitant la réaction souhaitée de crispation identitaire et de guerre, on aurait dit autrefois classe contre classe, culture contre culture. Deuxièmement, les juifs, mais pas dans les synagogues. Et quand on voit effectivement Mera, Nemmouche et Koulibaly, c'est mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que les juifs, attaquer les juifs dans l'esprit des djihadistes, c'est l'occasion d'attaquer des gens qui sont les suppôts d'Israël et du sionisme, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose qui, espère-t-il, a une dimension favorable. Parce que le terrorisme, c'est compliqué de l'adapter. Pour l'accepter, il faut pouvoir l'habiller dans un mode de solidarité. De même, cibler Charlie Hebdo, ça s'inscrit dans cette perspective avec toute signification de l'enjeu du blasphème du prophète que j'ai évoqué tout à l'heure en remontant également à la fatwa de Khomeini du 14 février 89. Troisième cible, et on ne le perçoit peut-être pas assez, les apostats, c'est-à-dire les mauvais musulmans, entre guillemets, qui est bien sûr pour eux un enjeu central, puisque tous ceux qui ne les suivent pas sont des mauvais musulmans, et donc sont passibles de l'exécution et de la peine de mort. Particulièrement ciblés, les musulmans qui servent sous l'uniforme des impies, entre guillemets. Mera, à Montauban, le 19 mars 2012, une date qui est peut-être une pure coïncidence, c'est le 50e anniversaire des accords d'Évian, tue les militaires sous l'uniforme français dont ils pensent qu'ils sont tous maghrébins. Voilà, c'est pas le cas, il y a quelques Antillais, victimes, si j'ose dire, d'un facteur faciès, mais l'idée, c'est de tuer les apostats. J'ai expliqué ça tout de suite, parce que je connaissais ces textes, ça n'a pas été bien retenu, je crois, par la presse et la population. Je crois que c'est également la même chose qui s'est produite avec l'assassinat du brigadier vététiste Ahmed Merabet, qui a été abattu comme tel, et achevé comme tel, si vous voulez. Et le lendemain, dans la djihadosphère, c'était l'exécution de l'apostat a été célébrée abondamment. Hier. Exactement, oui aussi. Tout à fait. Et donc, hier, ce qui est frappant, c'est que les instructions de ce type-là avaient été mises en place sur les sites islamistes francophones, djihadistes francophones de Syrie, il y a 2-3 jours. Enfin, c'est récurrent, mais là, ça avait encore été répété, c'est-à-dire, il faut, alors c'était poignarder un policier, lui prendre son arme et aller ensuite tuer un militaire. Voilà, ça a été raccourci, si j'ose dire, mais c'est donc on est dans une logique qui est au fond qui est parfaitement connue, qui était parfaitement connue des travaux universitaires. L'université qu'on brocarde pour son retard, son déphasage par rapport à la réalité, elle vous avait écrit tout ça en 2008. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un tel retard à l'allumage, si j'ose dire ? Je crois que, et vous aurez des spécialistes ici, j'en ai parlé parfois avec eux, nos services de sécurité ont été d'une certaine manière victimes de leur succès. Puisqu'entre 1996 et 2012, entre Kelkal et Mera, soit 16 ans, il n'y a pas eu d'attentat djihadiste réussi, si j'ose dire, sur le territoire français. Pourquoi ? Parce que, au fond, le modèle Kelkal était l'exemple in vivo de ce qui s'est passé en France. De quelle façon ? Je crois que beaucoup de jeunes d'origine algérienne
en France, dans les années 90, avait de la sympathie pour le fils. Pour des raisons bonnes ou mauvaises, il n'aimait pas le régime des généraux en Algérie. À partir du moment où la violence a passé à la Méditerranée, le détournement de l'Airbus et le terrorisme sur le sol français, la dimension a changé. Cela a signifié que pour un certain nombre de familles algériennes ici, qui avaient investi leurs économies pour faire leur vie en France, lutter contre des conditions adverses, contre le chômage, la xénophobie, le racisme, que sais-je, soudain, à cause de cette situation, beaucoup de ces investissements risquaient, du fait de quelques terroristes, d'être remis en cause. Et ce sont les pères de famille, les darons, comme on dit, qui ont assuré l'ordre social et qui ont chassé les terroristes de leur rang. En même temps, nos services de renseignement ont changé de langue. Les russophones des services sont partis à la retraite et les arabisants sont entrés. Et nous avons eu je m'en suis rendu compte, car à l'époque, à Sciences Po, c'était avant que Richard Descoings ferme les études arabes, en décembre 2010, une vision exceptionnelle. À l'époque, donc, nous avions de nombreux spécialistes d'études arabes, on n'en forme plus aujourd'hui, depuis 5 ans, et je les ai vus disparaître, parce qu'ils étaient tous recrutés, ou une grande partie d'entre eux. Et on a vu une bonne qualité, si vous voulez, une bonne qualité du renseignement articulé à une bonne responsabilité sociale. J'ai terminé. Aujourd'hui, la troisième génération n'a peut-être pas été perçue aussi rapidement qu'elle aurait dû l'être. Voyez, Mera, qui est typiquement, à mon avis, un produit de cette troisième génération, a été traité comme s'il appartenait encore à la génération précédente. Alors, les choses vont très vite aujourd'hui, puisque en fait, on sait beaucoup de choses sur Daesh. Et sur cette troisième génération. Daesh et la troisième génération, c'est la même chose. On sait beaucoup de choses. Prends ton temps pour terminer cette question. Il n'y a pas de, oui, d'accord. Pas de problème. Ah bon, je pensais que vous vouliez que je me dépêche. Non, je pense qu'il faut que tu as les 3 étapes, fini la troisième, qui est la plus intéressante. Et tu n'es pas en réalité comme le responsable des services secrets ou des choses comme ça, à qui on brûle de poser des questions. On boit tes paroles. Je suis là. Bon, je vais essayer, merci. Non, je t'en prie. C'est le côté méridional entre nous. Et en fait, je suis mentonais. Je parle sous le contrôle de mon chef. Et donc, je crois que pardon, la question importante, c'est justement comment on fait face à ce type de phénomène. Alors, c'était aussi la question que vous m'avez posée. Premier élément, je crois que d'abord, il y a l'analyse. L'analyse, bien comprendre que ce qui s'est passé là, c'est pas du tout le fruit d'un hasard. C'est la mise en application d'un manuel précis d'individus donc qui sont recrutés de manière très différente. Al-Qaïda, donc la génération 2, n'a jamais été un phénomène social en France. On n'avait pas 1500 membres d'Al-Qaïda. On n'avait pas 25% de convertis et 30% de filles, de femmes, jeunes femmes. Ça, c'est tout à fait nouveau. Je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui est très frappant, c'est cette idéologie qui est présente en 2004 et qui attend 10 ans avant de se traduire dans les faits. Enfin, un peu moins, 8 ans pour Mera, et on peut considérer que d'ores et déjà, Van Gogh, c'en est une prédestination, mais c'est surtout maintenant que ça se manifeste. Et oui, pas un truc. Oui. C'est Van Gogh qu'on a, c'est Theo Van Gogh, le vidéaste qui avait fait un film d'ailleurs qui porte le même titre que le roman récent de Houellebecq, Soumission, qui veut dire islam. Et donc l'idée par rapport à la deuxième génération, c'est de responsabiliser les individus. Non plus de s'adresser à ramasser des exécutants qu'on envoie,
mais d'endoctriner, grâce notamment aux réseaux sociaux. Et là, il y a eu un changement aussi dans le business model du djihadisme, c'est que la deuxième génération passait en grande partie par un intermédiaire humain, c'est-à-dire globalement un imam radicalisé, type Farid Benyetou, si vous voulez. Désormais infirmier, comme vous le connaissez, cette histoire ahurissante, mais qui va dans une grande mosquée parisienne identifier des jeunes fragiles, les sort, les amène ensuite dans un garage, les endoctrine et les prépare pour ce qui était à l'époque le départ au djihad en Irak. Maintenant, et ça c'était des individus qui étaient finalement identifiables, logés par les services spécialisés. Maintenant, ça n'est plus le cas, même s'il y a encore des réseaux de solidarité, de pairs, PAIRS, de frères. C'est essentiellement l'auto-radicalisation, entre guillemets, les images édifiantes, les bombardements en Syrie d'enfants par l'armée de Bachar al-Assad, etc., qui suscitent des identifications, qui parlent à la culture jeune, qui entrent dans les modes de pensée, les modes de représentation du monde des jeunes, et qui vont susciter des solidarités. C'est le sens un peu de la campagne Stop Djihadisme du Premier ministre, qui justement vise ce type d'items, si vous voulez, et s'efforce de les renverser, de les déconstruire. Campagne qui a depuis été détournée, les hashtags ont été détournés par les djihadistes qui s'en servent pour leur propagande du reste. Et donc, à la fois repérage par phishing, donc par les divers systèmes de pêche sur Internet, endoctrinement à travers les réseaux, puis à travers la solidarité, et, si possible, entraînement militaire. Ça a existé peu avant, et là, le front djihadiste syro-irakien, évidemment, ouvre une opportunité absolument exceptionnelle. En attendant, et ce sera un défi pour demain, ce qui risque de se passer en Libye. D'où l'importance d'éviter, de tout faire pour éviter que la Tunisie puisse servir à la Libye ce à quoi la Turquie sert pour la Syrie et l'Irak, en termes de passage, de lieu de convoiement et de passage. Les autorités tunisiennes, évidemment, sont extrêmement déterminées contre cela. J'ai pu m'en entretenir avec leurs représentants, et pour eux, c'est un enjeu central. C'est un enjeu central aussi pour les deux autres grands pays d'Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc, parce que dans le cadre de la mission, j'ai vu chacun des premiers ministres longuement, notamment à ce sujet. Mais néanmoins, là, on est encore plus près, si vous voulez. Et vous voyez ce que ça représente aussi pour nos amis d'Afrique du Nord. Donc on est face à un nouveau système qui, bien sûr, du fait de l'usage des réseaux sociaux et de la capacité à traduire dans la culture jeune la grammaire du djihadisme, présente un défi, un danger inédit. Et cette capacité de traduction est ce qui explique que vous avez tant de convertis. Avec des profils qui sont très frappants, parce que vous savez la police a ouvert un numéro vert pour les familles inquiètes de voir leurs enfants basculer là-dedans. Ceux qui appellent le numéro vert sont plutôt les familles de classe moyenne. Les autres, classe populaire, d'origine immigrée, qui ont parfois un membre en délicatesse avec des services frontières du fisc ou autres, n'appellent pas. Donc on a plutôt le haut du panier social de la jeunesse djihadiste qui est à travers le numéro vert, qui a un effet de déformation bien sûr, mais ce qui rappelle que ce ne sont pas uniquement des questions sociales, si vous voulez. Et c'est ça qui est important. C'est pas uniquement un phénomène de banlieue déshéritée. C'est bien sûr important, mais c'est pas le seul. En revanche, ce qu'on remarque dans les profils, toutes classes sociales confondues, c'est j'ai quand même très très fréquemment des familles fracassées. Dans le cas des 5 récents, que ce soit Mera, Nemouche, les Kouachi ou
Koulibaly, on a systématiquement des couples brisés, une mère avec des mœurs difficiles, un père absent ou trafiquant expulsé. Enfin, on a tout un système, des gens qui ont presque tous été placés. Et on a les notes de service de protection de l'enfance, de la jeunesse, pour Mera et pour les autres aussi. On suit leur itinéraire très précisément, ce qui va être précieux pour l'étude, je pense. Donc là, il y a quelque chose qui je crois, nous interroge aussi sur notre société, sur les failles de celle-ci, et la capacité de ce type de discours à les exploiter, de la part d'individus qui en sont eux-mêmes le produit, et qui projettent sur l'extérieur leur haine de la société. On le connaît notamment, ça a défrayé la chronique à propos de l'affaire de ce qui s'est passé à Lunel, où un certain nombre de ceux qui sont partis à Lunel, de Lunel sur le champ de bataille, ont posté en ligne des exactions absolument épouvantables, crucifixion, lapidation, etc., qu'ils commettaient à visage découvert et qui étaient envoyés, qui étaient postés à fin d'édification et de prosélytisme dans leur milieu d'origine. Donc là, il y a, si vous voulez, la réflexion sur la radicalisation, pour revenir à l'une de vos questions, monsieur le député, tout à l'heure, est fondamentale. Parce que les services de renseignement se focalisent sur la déradicalisation. Ça, c'est une autre étape. C'est une question, voilà, c'est... pourquoi pas. Mais le rôle, la contribution de l'université dans ce processus, c'est de fournir les éléments pour comprendre ce que c'est que la radicalisation. Comment elle fonctionne, comment elle se produit, comment elle marche. Et là, je crois que ça ne demande pas seulement les connaissances de l'arabisant, de l'orientaliste, mais ça demande de faire travailler ensemble des disciplines qui généralement s'ignorent. La psychologie, l'histoire, qu'est-ce que les croquants qui partaient à la croisade derrière les seigneurs, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? C'est une croisade à l'envers, si vous voulez, aujourd'hui. Mais la sociologie, il y a là toutes sortes d'éléments qui nous obligent à repenser notre société. Et je terminerai par ce point que les événements de janvier, personnellement, ne me rendent pas du tout pessimiste sur la capacité de la société française à réagir. L'objectif des djihadistes, c'était de la fragmenter et de mettre en place des guerres d'enclave. Et Souris et ensuite ses disciples l'expliquent. Mais des guerres d'enclave où il y a des enclaves musulmanes contre des enclaves juives, des enclaves chrétiennes ou impies, enfin dans sa vision qui semblait ahurissante à l'époque, mais quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, cet été à Sarcelles, sous votre contrôle, on a ce... Voilà, non, c'est pas... Je vois M. Pupponi. Voilà, non, je le vois. Non, je le sais bien. Je l'ai identifié. Nous le connaissons. Et oui, oula. Et donc, on en avait d'une certaine manière une sorte parmi certains acteurs, une préfiguration. Vous voyez ? Mais ça ne s'est pas produit cette fois-ci. Alors, il y a eu effectivement des réflexions autour du fait que le 11 janvier, une partie de la jeunesse ne manifestait pas. Et puis tout ce qui est remonté des écoles sur le thème, la minute de silence refusée. L'autre jour, un dîner, parmi les consultations qu'a fait le président, on était à quelques-uns à un dîner, et les professeurs présents se sont interrogés sur le thème même de la minute de silence, en disant, dans un contexte avec des adolescents au lycée, on aurait fait une minute de silence sur n'importe quel thème. De toute façon, ça aurait été extrêmement compliqué de maintenir l'ordre et la focalisation. Ce à quoi on a dit, certains d'entre nous, bon, mais c'était un enjeu majeur, il s'agissait de réconcilier la nation là-dessus, même si
Ça n'est pas la vocation des professeurs nécessairement de le faire dans leur pédagogie. Néanmoins, c'était eux qui pouvaient le faire. Et que finalement, je terminerai là-dessus, au fond, que les clivages se soient exprimés d'une façon quasiment clinique, si je puis dire. Les symptômes soient exprimés d'une façon quasiment clinique. C'est quelque chose qui va nous permettre de les traiter, de les identifier et de les traiter beaucoup plus efficacement. J'en veux pour preuve je reçois énormément de courriers électroniques, d'enseignants qui jusqu'alors avaient le sentiment qu'ils étaient totalement inaudibles de la part de leur hiérarchie quand ils signalaient ce type de problème. Et au contraire, maintenant, qui ont le sentiment que les choses étant identifiées, ils sont prêts à se mettre en avant, à prendre en charge ce type de questions pour sauver la société, si j'ose dire. J'y ai vu un signe extrêmement frappant. J'ai vu la même chose aussi, j'étais l'autre jour à une émission de radio avec un imam, et qui exprimait d'une certaine manière le même sentiment. Issu d'origine algérienne, né au Mureau, grandi dans, si j'ose dire, l'enfer du Val-Fouré, et qui parti à 15 ans en Syrie, devenu imam, et qui aujourd'hui s'inquiète, comme beaucoup de ses collègues, de ce que les réseaux sociaux sont en train de leur couper l'herbe sous le pied, en radicalisant leurs propos. Et qui, pour la première fois, depuis une trentaine d'années que je suis ces questions, souhaitent mettre en place des éléments de collaboration, notamment avec l'université, pour sortir de leur isolement et arriver à être mieux en phase avec une jeunesse française et de confession musulmane. Je crois que là, il y a des éléments très intéressants et très neufs sur lesquels on peut construire. Je vous lis, pour galvaniser, vous donner de l'enthousiasme, ce petit mot que m'écrit une enseignante. « Bonjour Monsieur Keppel, je suis professeur d'anglais au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. » Bon, moi, ma mère ayant été professeure d'anglais, née à Menton, comme vous le savez, donc je craque, je continue à lire. J'ai créé il y a 4 ans un atelier d'autodéfense intellectuelle. Ah, alors ça m'intéresse encore plus. Afin d'aider mes élèves à exercer leur esprit critique et à prendre du recul sur l'information qu'ils reçoivent chaque jour. Nous travaillons sur les médias, le langage, les stratégies argumentatives, ainsi que sur des thèmes d'actualité. Les élèves viennent tous sur la base du volontariat, certaines préparent l'entrée à Sciences Po pour la convention prioritaire, votre travail m'inspire, etc. Donc j'ai pris contact avec elles, nous allons nous revoir, et j'ai reçu beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire des enseignants qui sont prêts à comprendre, et je crois qu'il y a du traumatisme que nous avons vécu, il me semble qu'il y a une responsabilisation sociale, jusque et y compris chez bon nombre de nos compatriotes musulmans, ce qui est bien sûr tout à fait normal, comme tout le monde, qui, même si pour certains d'entre eux, la dimension de blasphème du prophète leur est apparue comme une humiliation, souhaitent néanmoins travailler sur ces questions et éviter que cela aboutisse au clivage de la société. Comment reconstruire, retisser le tissu social. Je crois qu'on a là les événements, au fond, ont montré qu'il y avait la possibilité de construire des bonnes volontés. Cela implique un effort de notre part. Cela implique aussi, je crois, je l'ai dit au début, que au lieu d'avoir une société en silo où chacun fonctionne de son côté, où l'université et la sphère publique puissent fonctionner ensemble, le gouvernement a beaucoup insisté sur le rôle des professeurs de lycée. On en avait un exemple, je viens vous donner là, des instituteurs, des professeurs de collège. C'est très important, bien sûr, c'est fondamental. Mais c'est aussi dans l'université que se font les représentations du monde. C'est là que se fait la recherche. Or, on aurait tort de l'oublier. Et je crois que si on l'oublie, on se tire une balle dans le pied. C'est sur cette vision finalement assez, j'espère, optimiste que
optimisme non naïf, si vous voulez. La posture de l'universitaire, son attitude, c'est ça, je crois. Que sur la tentation de construire dans cette situation très difficile une nouvelle relation entre le savant et le politique, que je vous remercie pour m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux, et je vous rends, Monsieur le Président et cher Patrick, le micro que vous m'avez aimablement tendu.